La plupart de ces étranges animaux vivent dans les forêts d'Amérique tropicale, notamment en Amazonie. Bienvenue dans l'univers secret des membracides. Leur taille varie de 2 à 25 mm, entre la tête d'épingle et la noix. Mais leur physionomie étrange est due au fait qu'ils arborent sur le dos un organe hypertrophié que les scientifiques appellent le pronotum. La science ne sait pas grand-chose des membracides. Il n'en existe que 3 espèces en Europe et 200 aux États-Unis. Les entomologistes ont divisé les membracides en 2 catégories principales. Les grégaires, ceux qui s'assemblent en communauté et qui sont du coup plus faciles à repérer, et les solitaires. Chaque espèce possède un pronotum, une expansion dorsale qui ne ressemble à aucune autre et qu'elle paraît brandir comme un panache de ralliement. Comment vivent les membracides? À quoi sert leur pronotum bizarre? Quel rôle jouent ces créatures dans les forêts tropicales? Pour mener l'enquête, rendez-vous à Quito, la capitale de l'Équateur. Stuart retrouve Carolina Godoy, scientifique costaricaine et auteure du seul livre de terrain dédié aux membracides. Il se prépare pour une expédition au cœur de la forêt vierge d'Amazonie. Objectif, répertorier un maximum d'espèces, malgré la difficulté de trouver ces insectes plutôt discrets. L'équipe entreprend un long voyage jusqu'au cœur de l'Amazonie équatorienne, dans le parc national de Yasuni. Stuart a retrouvé Nick Tatarnik, entomologiste canadien, et Patrick Landman, photographe français passionné par les membracides, au point qu'il en est devenu lui aussi spécialiste. Leur mission, explorer la canopée. Les scientifiques établiront un campement dans ce lieu unique, classé réserve de biosphère par l'UNESCO. La civilisation rattrape les membracides. Dans le sous-sol de la forêt vierge équatorienne, on a trouvé du pétrole. La plupart des pistes ouvertes dans la forêt vierge l'ont été pour l'or noir, y compris celle qu'emprunte l'équipe. Les membracides sont habituellement difficiles à trouver. Ah, c'est super. Je veux dire, le premier matin est déjà un baucidium. On ne sait presque rien sur lui, mais je ne pensais pas avoir cette chance. L'expédition s'annonce bien, avec la découverte de ce premier membracide, un baucidium solitaire assez rare. 40 millions d'années d'évolution ont produit quelque chose comme un fragment de rêve ou une pièce vivante d'art moderne. En s'approchant au plus près, grâce au microscope électronique, on découvre sa superstructure garnie de bulbes velus. La taille et la forme des bulbes varient d'un individu à l'autre. Les membracides semblent être des vestiges d'un autre temps. Ils posent crûment
tous les problèmes de l'évolution et de la diversification des organismes vivants. Comme le bosidium, 90% des membres acides vivent cachés dans les forêts tropicales américaines, du sud des États-Unis au nord de l'Argentine. Stuart explique à l'équipe les subtilités indispensables pour trouver et piéger ces insectes. Il est possible de les attraper à la main, mais plus efficace d'utiliser un aspirateur d'entomologiste. Cet appareil est muni d'un filtre, ce qui empêche les chercheurs de les avaler. Nous recherchons l'inattendu. Nous n'avons aucune idée de ce que nous allons trouver. Il existe tellement de formes différentes de membres acides qu'il faut examiner les irrégularités des plantes pour les repérer. Pour permettre aux espèces de survivre, l'évolution développe diverses stratégies. Stratégie numéro 1, le camouflage. Pour vivre heureux, vivons cachés. Cette nymphe de Symbomorpha imite une feuille verte, à la perfection. Un Tolania solitaire est caché sur la gauche de cette branche. Saurez-vous l'apercevoir ? Ressembler à un autre organisme vivant pour ne pas se faire repérer par le prédateur, cela s'appelle le mimétisme. Stegaspis, de teinte marron, ressemble plutôt à une petite feuille sèche. Ces choses minuscules ne sont pas des membres acides sur une feuille, mais de petits tas de matière fécale. De même taille, cette microscopique Bolbonota les imite à merveille. La nature est un vaste jeu de trompés et de trompeurs. D'autres membres acides donnent l'impression d'être des fourmis. Ceux-là, bien alignés à plusieurs, ressemblent à des épines sur la branche d'un buisson. Qui oserait se frotter à ces pointes acérées ? Le voilà. On le voit marcher sur la feuille, tu l'as vu ? Tu as ton filet ? Il va sauter. Prends ton filet. Non, je peux l'avoir. Je l'ai. Je constate qu'il y a pas mal de membres acides dans le coin. Ils sont, disons, vraiment difficiles à trouver. Tu sais, tu dois garder les yeux grands ouverts. Si tu clignes, tu les loupes. Et j'en ai déjà loupé pas mal. Ils sont plus rapides que tu ne crois. Pour échapper à l'ennemi, les membres acides ne possèdent pas une, mais deux paires d'yeux. Deux petits ocelles sur le front, qui ne captent que les variations d'intensité de la lumière, comme le passage furtif d'un prédateur. Et de chaque côté de la tête, deux gros yeux. Les yeux principaux sont faits de plusieurs centaines d'yeux simples, ou facettes. Personne ne sait si les insectes perçoivent finalement une image multiple, comme dans un kaléidoscope, ou si leur cerveau n'en garde qu'une seule. De toute évidence, leur vue est excellente quand on essaie de les attraper. Oui, ils sont rapides. C'est la première fois que ces scientifiques voient leur sujet d'étude avec autant de détails. Et cela les incite même à faire de nouvelles hypothèses. Waouh! Des super bosidiums, c'est ahurissant. Magnifique! Oui, je me demande ce qu'il imite. Ce pronotum copie peut-être un champignon?
Oh, celui qui attaque les fourmis? Oui. Oh, peut-être. Nick fait référence au sinistre champignon cordyceps. Les filaments de ce parasite pénètrent dans l'insecte par les orifices naturels, puis se développent dans le corps de leur victime jusqu'à ce que mort s'en suive. Nombre de membracides sont l'image crachée de ce phénomène. Il est possible que certains d'entre eux imitent des insectes pourrissants tués par des champignons et qui auraient un goût exécrable. Stratégie d'adaptation numéro 2, perfectionner le camouflage jusqu'à ressembler à un animal mort pour mieux tromper les prédateurs et assurer sa survie. Mais parfois, le membracide devient lui aussi victime du sinistre champignon. Les membracides ont 3 paires de pattes qui leur servent à marcher, mais aussi à sauter pour s'enfuir en cas d'urgence. À l'âge adulte, les membracides possèdent 2 paires d'ailes thoraciques qui ne les portent pas bien loin, mais les écartent du danger en une fraction de seconde. Stratégie d'évolution numéro 3, la fuite. Mieux vaut parfois battre en retraite et vite. Leurs ailes permettent également d'atteindre la hauteur des cimes. Stratégie d'évolution numéro 4, choisir son milieu. Stuart veut vérifier que dans les sous-bois obscurs, les membracides sont moins nombreux que dans les branches inondées de lumière. Alors tu confirmes qu'il va falloir escalader ça? Je pense que nous pouvons grimper en nous aidant des autres arbres aux alentours. Ça fait au moins 20 ou 30 mètres de hauteur. Je ne sais pas à combien tu peux lancer, mais je ne peux pas lancer si haut. Et tu sais quoi? Tu passes en premier. Nick et Patrick sont chargés d'explorer la canopée et d'installer un piège ultraviolet. Ça ne semble pas si haut vu d'ici. Et leur mission n'est pas anodine. Umberto est né dans la tribu Guarani. La forêt vierge est sa vie et il est leur guide. Ah ouais! Il y a un énorme nid de guêpes. Non, vraiment? Un nid gros comme un homme. Je suppose que c'est ce qui arrive dans la forêt vierge. Plein de choses habitent ici. Ah, pas question de grimper sur cet arbre. Ça pique? Oui. C'est l'enfer. Le trio doit s'adapter aux contraintes de la forêt et à ceux qui l'habitent. Grâce à Umberto, ils vont rapidement découvrir un autre arbre, de taille. Regardez la taille de celui-là. Un vrai monstre. Énorme. L'arbre ceiba ou ceibo est un des géants de l'Amazonie. On l'appelle aussi capoquier ou fromager. C'est un personnage sacré pour les Guarani. 4, 5 personnes de large. Quel âge aurait-il celui-là? Il n'y a aucun moyen de déterminer son âge. Il s'agit d'arbres tropicaux et il n'y a pas de saison ici. Donc pas de cernes de croissance annuelle à compter. Il pourrait avoir quelques centaines d'années ou bien plus. Alors tu ne peux pas me dire quel âge il a? Plus vieux que moi, plus vieux que toi, et vraiment haut. Ok, allons grimper à celui-ci. Si, comme le pense Stuart, les hautes branches de la forêt, autrement dit la canopée, sont un lieu de lumière, de richesse nutritive et donc de grande biodiversité, nombre d'espèces de membracides doivent y avoir élu domicile. Pour beaucoup d'entre elles, encore inconnues.
Il peut supporter notre poids? Oui, bien sûr, sans problème. Sauf celle-là. Non, c'est bon. Enfin, si on veut, je ne sais pas si je dois faire confiance. Je vais utiliser des cordes. Les membracides vivent dans les arbres et les buissons. Ils sont végétariens et suceurs de sève. Leur pièce buccale comporte un stylet acéré qui perfore l'écorce de la plante jusqu'au canaux conducteur pour aspirer un repas liquide. Les arbres et les arbustes pompent dans le sol de l'eau et divers composés et pratiquent la photosynthèse dans leurs feuilles. Au cours de ce processus vital, dont nous dépendons, comme les autres animaux, la chlorophylle capte l'énergie lumineuse du soleil et permet à la cellule végétale de casser les molécules d'eau et de gaz carbonique pour fabriquer des sucres et de l'oxygène. Stratégie d'évolution numéro 5, bien choisir son garde-manger. La générosité de la végétation tropicale assure aux membracides amateurs de sève une table servie à longueur d'année. En bonne naturaliste, Carolina sait que le meilleur endroit pour trouver les membracides est leur restaurant ou leur cantine, à savoir les tiges tendres. Là, ils peuvent enfoncer leur pièce buccale de piqueur-suceur et atteindre les tissus où courent les vaisseaux conducteurs de la sève, qu'on appelle le phloème. Nous ignorons pourquoi les membracides choisissent certaines plantes plutôt que d'autres. Tout dépend des nutriments qu'ils y trouvent. Nous savons que ces insectes se nourrissent dans le phloème et qu'ils puisent là des substances azotées, des acides aminés, de l'amidon et de l'eau qui leur est essentielle. Ils utilisent ces composés pour se nourrir. Le trop-plein des hydrates de carbone sera rejeté sous forme de sucre, de miela. Sur l'image de ce Stictopelta, et particulièrement sur ses pattes, on aperçoit par transparence ces échanges nutritifs. Personne n'a jamais prétendu que la biologie est simple, mais la biologie de terrain est encore moins facile. Il faut faire avec la météo et composer avec les arbres trop grands ou les serpents venimeux. On ne contrôle jamais cet environnement. On y est tout petit. Et Stuart va nous tuer si nous n'arrivons pas à monter ce piège à lumière là-haut avant la fin de la semaine. Stuart se moque de la pluie. Il est déterminé à passer chaque seconde de cette expédition à trouver des membracides. Mais la chance ne sourit pas toujours aux naturalistes dégoulinants. La science nous apprend que cette partie de l'Amazonie n'a pas changé depuis très très longtemps. Durant les périodes glaciaires, ce pan d'Amazonie est toujours resté vierge.
En fait, cette contrée est occupée par la forêt pluviale depuis plus de 2 millions d'années. C'est l'une des zones de la Terre où la biodiversité est la plus riche. C'est une frontière sauvage. Les humains l'ont pénétrée, des Indiens y habitent depuis des milliers d'années. Cet immense peuplement d'arbres, c'est la forêt vierge par excellence. Ici, on réalise à quel point c'est un monument érigé à la gloire de la biodiversité. Je crois qu'il s'agit des premières larves. De ces œufs d'alchisme sortent de petites larves transparentes. Il faut environ 1 heure d'effort au nouveau-né pour éclore totalement. Un moment délicat. Mais leur mère n'est jamais loin. Elle surveille sa couvée et intervient si nécessaire. Un comportement exceptionnel chez les insectes et les autres invertébrés. Une adaptation étonnante pour d'aussi petites créatures. La jeune larve devra passer par 5 stades successifs pour devenir adulte. À chaque fois, l'animal changera de carapace pour grandir. Au 4e stade, l'expert est capable de repérer les futures femelles des mâles. Au 5e, l'abdomen est bien développé. Et à l'âge adulte, les couleurs sont très vives. Cependant, ces jeunes Zumbonia crassicornis devront encore patienter 3 semaines avant de pouvoir se reproduire à leur tour. Tout comme leurs parents, les jeunes nymphes arborent des formes, des couleurs et des dimensions variées. Pour de nombreuses espèces, même les scientifiques sont incapables de dire quelle larve deviendra quel adulte. Il y a tellement d'insectes dans le monde que, malgré le nombre des entomologistes qui les étudient, la diversité des espèces nous submerge. En ce qui concerne les membracides, nous avons la chance de compter en ce moment sur le travail d'une vingtaine de spécialistes. Stuart a identifié cette nymphe. C'est un jeune Heteronotus. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en quelques semaines, il va se transformer en ceci. Un adulte Heteronotus. Revêtu de son magnifique pronotum, il est prêt à quitter le groupe pour mener une existence solitaire. La plupart des nymphes sont grégaires. On les trouve souvent réunis en grappes sur la même tige gorgée de sève. Ce groupe reste sous la surveillance de la mère. Les larves sont vulnérables. Leur pronotum n'est pas bien développé et elles n'ont pas encore d'ailes pour s'enfuir. Et à leur échelle, le Podizus maculiventris est un redoutable ennemi. Le prédateur semble impressionné par la mère Umbonia. Mais il a faim. Il est en chasse. La mère bat des ailes pour prévenir ses bébés qui lui envoient des signaux d'alarme. Stratégie d'adaptation numéro 6, pouvoir compter sur la protection d'une mère. Un coup violent d'une patte postérieure sauve l'un des petits. Mais le danger continue de rôder. La femelle réussit à repousser l'ennemi hors de la tige.
Déterminé, le prédateur est revenu par une autre branche. La colonie a compris qu'il est de retour et la mère reprend position. Trop tard pour cette nymphe. Le tueur s'enfuit avec sa proie qu'il va littéralement vider de sa substance sur une feuille plus au calme. La mort des uns, la vie des autres. Les larves qui ont survécu vont entamer leur dernière mue et laisser derrière elles, tel un vieux manteau usagé, leur précédente carapace trop petite. Cette jeune nymphe, Foliata, quitte son groupe pour un changement majeur. En moins d'une heure, elle devient une adulte Foliata. Son pronotum s'est déplié et redressé fièrement derrière elle, et ses ailes sont maintenant prêtes à voler. Un miracle de la vie. Stuart connaît bien les étapes de ces métamorphoses incomplètes, mais il ne se lasse pas de les observer. Elles résument pour lui le prodige de la vie, à la fois merveilleuse invention et perpétuel recommencement. Pendant ce temps, Patrick catapulte une pierre avec une corde en nylon pour hisser le piège dans la canopée. Oh, joli lancer, mais c'est raté. Non. Vraiment raté. Membre acide, action! Voyons voir qui va nous rendre visite ce soir. Stuart emploie une autre technique pour essayer de piéger ces membres acides si difficiles à capturer. Ce soir, la lune est presque pleine. Ça risque de faire baisser le taux de fréquentation. Il y en aura toujours quelques-uns, si notre générateur veut bien continuer de marcher. Oh, c'était un membre acide, non? Non. On aurait dû capturer des membres acides avec ce piège. C'est décevant. J'espérais mieux. L'aspect le plus curieux des membres acides est sans aucun doute leur pronotum. Stuart et son équipe cherchent à comprendre leur fonction. Les formes et les couleurs des pronotomes varient, mais leur utilité reste bien mystérieuse. Certaines hypothèses confinent au fantastique. On a bien sûr pensé à un bouclier, à une arme défensive ou à un camouflage antiprédateur. Cette expansion est-elle associée à une arme chimique? Est-ce une oreille sensible aux vibrations sonores? Un distributeur de phéromones? Un nez pour renifler les plantes?
joue-t-il un rôle dans la parade nuptiale? Il est très difficile de comprendre comment le pronotum se forme et pourquoi. Les membres acides sont des animaux complexes, et pas seulement des insectes dans une jolie robe. Ces images laissent penser que le pronotum assure toute une série de fonctions physiologiques qui ont évolué avec le temps. La présence de plusieurs types de poils sensoriels suggère un rôle dans la perception. Les fibres nerveuses qui y sont associées confortent cette hypothèse. Ces organes sensoriels n'existent pas juste pour le plaisir. Ils sont là pour percevoir quelque chose. Mais nous ne savons pas quoi. Ces images exceptionnelles sont obtenues en passant un membre acide au scanner, comme lors d'un examen médical. Elles démontrent pour la première fois que le pronotum est vide et que l'épaisseur de sa paroi est faible. Il existe une espèce où le pronotum comporte un point de faiblesse. Il est conçu pour se casser à la moindre provocation. Un prédateur qui le vise aura un morceau indigeste et le membre acide survivra sans problème. Ce bosidium semble en effet se porter comme un charme, malgré la perte de son appendice bizarre. Stratégie d'adaptation numéro 7, toujours surprendre l'adversaire. Dans la lutte pour la vie, la ruse réussit au moins aussi bien que la force. Une hypothèse consiste à dire que le pronotum est une sorte d'arme, d'arête diabolique, conçu peut-être pour se coincer dans la gorge du prédateur, le blesser, et le dissuader définitivement de s'attaquer à un membre acide. Ce matin, j'ai trouvé ce pauvre mannequin mort. C'est un petit oiseau chanteur insectivore. Je me suis demandé ce qui l'avait tué. Je l'ai autopsié. Je n'ai pas trouvé de pronotum, ni d'autres morceaux de membre acide dans son système digestif. Cela ne prouve pas que la théorie du pronotum pour blesser est fausse, mais pas non plus l'inverse. Le mystère reste entier. À présent, je vais enterrer cette petite chose. De façon générale, quand un organisme possède une morphologie aussi complexe, ce n'est pas le fruit du hasard. L'organe a une fonction. Un avantage est attaché à l'évolution de sa structure. Le dessin me permet de me concentrer. Au début, je vois une image globale. Puis, je regarde mon modèle de plus en plus près et je fais attention aux détails les plus infimes. Et je commence à vraiment voir. En fait, l'insecte est comme une petite machine, une mécanique perfectionnée. Ses pattes, ses pieds, son armure. Or, tous ces détails, vous ne les voyez pas, vous ne les appréciez pas aussi longtemps que vous ne prenez pas le temps de vous asseoir et de les dessiner pendant 1 ou 2 heures. Salut Patrick. Ah, bonjour Carolina. Est-ce que je peux jeter un œil dans ton objectif? Bien sûr. Assieds-toi. Merci. Tu sais que sur la même photo, tu as une femelle et un mâle. La femelle est la plus grosse. Parfois, la femelle et le mâle ont un pronotum complètement différent. Dans ce cas précis, ils sont presque identiques, mais la femelle est plus grosse. C'est ce qu'on appelle un dimorphisme sexuel? Exactement. Le dimorphisme sexuel désigne la différence entre le mâle et la femelle d'une même espèce. Chez les insectes, madame est presque toujours plus grosse que monsieur.
la parade nuptiale n'a été observée que sur quelques espèces de membracides. Aujourd'hui, c'est le jour de chance de Patrick. Il a réussi à capturer un mâle et une femelle Hypsoprora. Nous allons être les témoins pour la toute première fois de la parade nuptiale chez les Hypsoprora. En réalité, ils se font la cour pendant 24 heures. Impressionnant pour un membracide qui ne vit en moyenne que 3 mois. Il y a une certaine poésie dans ces insectes. Quand on les regarde, quand on les voit à travers l'objectif, avec un grossissement qui est fort, qu'on ne peut pas voir comme ça à l'œil nu quand on les voit, il y a quelque chose de poétique quand on se dit mais comment l'évolution a pu venir apporter cela à ces insectes, puisque leurs formes sont tellement extravagantes. Avec ce petit caillou, Nick va tester sa nouvelle catapulte. Oh, loin au-dessus. Bon, si ça ne marche pas ce coup-ci, je ne vois pas ce qui peut marcher. Oui, c'est plus puissant là. Le meilleur ami des grimpeurs d'arbres. Aujourd'hui, on a une catapulte qui fait 2,50 m. Avec ça, on va réussir. On tire enfin loin au-dessus de l'arbre. Lancé. Non, j'ai cogné le truc et boum. On a raté. Premier coup. Une fois qu'on sera là-haut, on va poser un piège à lumière, regarder alentour et voir un sacré paysage. Mais la première chose à faire est de placer ce fil. Et lancer. Et merde. Puis, il faudra monter là-haut. Hisser une poulie, hisser le piège, hisser 30 mètres de câble d'alimentation, hisser un générateur, allumer le piège et éventuellement, avant la tombée de la nuit, tout sera prêt pour qu'on attrape des petites bêtes. Eh non. Tandis que Patrick et Nick en apprennent davantage sur les lois de la gravité, Umberto, leur guide Warani, a sa propre idée. Umberto grimpe aux arbres comme un membracide. Et nous, on est des simples terriens ordinaires. C'est finalement Umberto qui hisse la corde principale et tire l'équipe d'affaires. Nick et Patrick ont enfin réussi à escalader les branches les plus basses de l'un des plus grands arbres. De ce panorama, la forêt paraît sans limite. Tous ces arbres, il y a tellement d'espèces. Chacune est un biotope unique pour des espèces d'insectes. Ok Patrick, tu peux le monter.
Après tant d'efforts, Patrick se demande si le signal ultraviolet du piège sera assez visible. Crois-moi, les insectes le voient. Oh là, ici, là, attrape-le. Ok. On commence à être mouillé ici. Stuart est amoureux fou des membres acides. Quand il y en a dans les parages, il ne mange plus, il ne dort plus. Il ne fait que récolter, récolter, encore récolter. Il est 2 heures du matin, je suis trempée de la tête aux pieds, j'en ai assez, je vais me coucher. Au revoir et bonne nuit. L'équipe est impatiente de découvrir ce que contient le piège à lumière installé par Nick et Patrick. Voyons ce qu'on a. Nos espoirs sont limités à cause de la pleine lune, mais c'est à vérifier. Il y a pas mal de choses. Et si on trouvait quelques membres acides? Déjà, il y a beaucoup de coléoptères qu'on ne rencontre pas au sol. Malgré tous ces efforts, aucun membre acide. La science est faite de modestie. La réalité ridiculise parfois les théories les plus élaborées. Stratégie d'évolution numéro 8, toujours induire en erreur les importuns, même les naturalistes. On sait qu'ils sont là, mais comment les attraper? Désespéré, Stuart sort son arme secrète. Il est 3 heures du matin. Il a attendu que le vent se soit calmé. Grâce à son brumisateur, il projette un nuage d'insecticides pyrètres fabriqués à base de plantes. La fumée va assommer les invertébrés qui tomberont dans la structure imaginée par le scientifique. C'est une technique que nous utilisons pour étudier la forêt vierge avant qu'elle ne disparaisse. Les données récoltées contribueront à conserver l'Amazonie. Cet enfumage peut paraître cruel, mais c'est comme cueillir un raisin sur une vigne. Sauf qu'ici, dans 1 mois ou 2, les arbres seront à nouveau grouillants de vie. Pour ainsi dire, 100 mètres carrés d'insectes de la forêt deviennent disponibles pour la science. La position de chaque filet a été soigneusement relevée et reportée sur un plan, afin de savoir qui était le voisin de qui. Si vous attrapez des insectes sans enregistrer leur localisation, ça ne sert pas à grand-chose. Les membres acides habitent à un moment donné un certain biotope, avec d'autres espèces végétales et animales, à des altitudes différentes, à des températures variées. Si vous récoltez sans enregistrer ces données, vous perdez nombre d'informations. J'ai trouvé une espèce dont je ne suis même pas sûr du nom. Une tribu que je n'ai encore jamais rencontrée. La technique de capture fonctionne bien. Ah, trésor d'insectes.
Le contenu de chaque filet est conservé dans l'alcool et étiqueté avec soin. Qu'est-ce que c'était? Fourmis. Ah, ok. Stuart a obtenu du gouvernement équatorien un permis pour exporter ses trouvailles. Cette expédition de quelques semaines engendrera des mois de recherche à son retour à Washington. Stuart fera le tri des trésors qu'il a collectés et disséquera certains membres acides avant de publier les résultats de ses recherches. Cet humble et superbe membre acide est le joyau de l'expédition. Une espèce qui n'a jamais été découverte. Ce voyage à Yasuni est une vraie réussite. C'est un endroit prodigieusement riche. Je crois qu'on a dû collectionner 75 espèces en 2 semaines à peine. Et si je réfléchis en termes de genre, le premier niveau d'organisation des espèces, je pense qu'on a rencontré pas loin du tiers de tous ceux qui existent dans l'hémisphère occidental. D'un côté, c'est extraordinaire, mais de l'autre, pas tant que ça. Nous n'avons entrevu que la partie émergée de l'iceberg. Le dernier jour de cette mission, bien caché dans un buisson proche de leur campement, une scène rarement observée s'offre en cadeau aux naturalistes. Une femelle membracide Umbonia se met à pondre. Les œufs sortent de son abdomen, enveloppés d'une matière bulleuse qui durcit à l'air. Personne n'avait jamais assisté à ce spectacle en pleine Amazonie. Dans une semaine, les bébés écloront et suceront la sève de l'existence sur cette tige que leur mère a choisie et sur laquelle elle les protégera. Ainsi se perpétuent les inventions de la vie. Dans l'immensité de la forêt d'émeraude, d'arbre en arbre, de génération en génération, pour ainsi dire, jusque dans les replis du temps.